Dans une atmosphère lourde d'attente et d'incertitude, la ville de Sète semble suspendue à un fil invisible, comme si chaque habitant pressentait qu'un basculement est imminent, sans pouvoir en identifier précisément la nature. Au cœur de cette tension diffuse, Martin Constant avance avec une détermination silencieuse, porté par une intuition qui ne le quitte plus depuis plusieurs heures, une intuition qui lui souffle que tout va se jouer maintenant, dans un équilibre fragile entre précipitation et patience. Il sait que cette affaire dépasse largement une simple opération policière. Il ne s'agit plus seulement de coincer une bande de braqueurs, mais de comprendre jusqu'où chacun est prêt à aller, de mesurer la limite entre loyauté, peur et trahison. Et au centre de ce jeu dangereux, il y a Manny, ce jeune homme devenu malgré lui une pièce maîtresse, un lien fragile entre deux mondes qui ne devraient jamais se rencontrer. Manny n'est pas un policier, il n'est pas un criminel non plus, mais il est désormais coincé entre les deux, obligé de jouer un rôle qui le dépasse. Chaque geste, chaque mot qu'il prononce peut faire basculer l'équilibre. Et pourtant, il continue, parce qu'il sait que reculer maintenant serait pire que tout. Dans un coin plus sombre de cette même ville, loin des regards officiels et des stratégies calculées, la tension monte aussi, mais d'une manière bien différente. Ben, lui, avance avec une méfiance instinctive, presque animale. Il ne fait confiance à personne, et surtout pas à Manny. Il garde précieusement une information essentielle, l'adresse exacte du braquage. Une donnée qu'il refuse de partager, même avec ses propres complices, comme s'il savait déjà que le danger vient de l'intérieur. Cette rétention d'informations n'est pas anodine. Elle traduit une peur profonde, celle d'être trahi, celle de tomber dans un piège. Ben agit comme quelqu'un qui a déjà vécu la chute, comme quelqu'un qui refuse à tout prix de la revivre. Alors il verrouille tout, il contrôle tout, jusqu'au dernier moment. Pendant ce temps, Bella observe, analyse, ajuste. Elle est le cœur de cette bande, celle qui maintient l'équilibre entre les fortes têtes, entre les impulsions et les doutes. Elle voit bien que les tensions montent, que Diego vacille, que Manny n'est pas totalement fiable, que Ben devient de plus en plus fermé. Mais elle choisit de continuer, parce que pour elle, reculer n'est pas une option. Diego, lui, est déjà ailleurs. Il n'est plus vraiment dans le braquage, ni dans la logique de la bande. Il est perdu dans ses pensées, prisonnier d'un sentiment de culpabilité qui ne le lâche plus. Il pense à sa famille, à ce qu'il a provoqué, à ce qu'il pourrait encore détruire. Chaque seconde passée dans cette spirale lui pèse davantage, comme si le poids de ses choix devenait insupportable. Et pourtant, il ne part pas. Il reste, parce que partir serait reconnaître son erreur, affronter les conséquences, regarder en face ceux qu'il a blessés. Alors il s'accroche, même s'il ne croit plus vraiment à ce qu'il fait. À des kilomètres de cette tension criminelle, une autre forme de conflit se joue, plus intime, mais tout aussi destructrice. Chez les Delcourt, le silence du matin est lourd, chargé de non-dits et de rancœurs accumulées. Chloé Delcourt tente de maintenir un semblant d'équilibre, mais elle sent que quelque chose s'effondre peu à peu. Face à elle, Alex Bertrand ne cache plus son exaspération. Il ne veut plus entendre parler de Diego, il ne veut plus porter le poids de ses erreurs. Pour lui, il est temps de tourner la page, de couper le lien, de se protéger enfin. Mais cette décision, aussi radicale soit-elle, ne fait qu'accentuer la fracture entre lui et Chloé. Car pour elle, les choses ne sont pas si simples. Elle refuse de réduire Diego à ses actes, elle cherche encore à comprendre, à trouver une explication, une faille qui permettrait de ne pas tout condamner. Cette différence de regard devient un fossé, un espace dans lequel leur couple commence à vaciller. Dans un autre registre, mais tout aussi chargé émotionnellement, Arthur voit son monde basculer d'une manière inattendue. Lorsqu'il découvre que Lou Clément collabore avec Victor Brunet, quelque chose se brise en lui. Ce n'est pas seulement une question de travail, ni même de confiance professionnelle. C'est une blessure plus profonde, liée au passé, à ce que Victor représente. Il n'arrive pas à accepter cette proximité, il ne supporte pas l'idée que Lou puisse partager quelque chose avec cet homme. Et plus Lou tente de minimiser, de détourner la conversation, plus Arthur se ferme. Il sent qu'on lui cache quelque chose, il perçoit une distance nouvelle, et cette distance nourrit sa colère. Une colère qu'il ne sait pas exprimer autrement que par des silences lourds et des regards accusateurs. Pendant ce temps, la vie continue au hall, avec ses petits moments de lumière qui contrastent avec la noirceur ambiante. Nor Bédiard, elle, semble retrouver un certain équilibre. Son passage auprès de Leila lui a fait du bien, comme une parenthèse apaisante dans une période agitée. Elle avance avec prudence, consciente de sa fragilité, mais aussi de sa force. Sa rencontre avec Romain prend une teinte particulière, faite de sincérité et de retenue. Elle ne veut pas aller trop vite, elle ne veut pas se perdre à nouveau. Alors elle pose des limites, elle observe, elle ressent.
Cette évolution, discrète mais réelle, contraste avec le chaos qui se prépare ailleurs. Comme si, au milieu de toutes ces tensions, certaines personnes trouvaient encore le moyen de se reconstruire. Mais la réalité finit toujours par rattraper tout le monde. Et pour Martin Constant, l'heure n'est plus à l'observation, mais à l'action. Il prépare une opération précise, calibrée, une véritable souricière destinée à refermer le piège sur la bande de Bella. Tout est prêt, ou presque. Les équipes sont en place, les rôles sont définis, la stratégie est claire. Mais il manque encore une pièce essentielle, le lieu exact du braquage. Et cette information, seule Manny peut la fournir. Alors Martin attend. Il fait confiance, malgré les risques, malgré les incertitudes. Il sait que cette attente est dangereuse, que chaque minute qui passe peut tout compromettre. Mais il n'a pas d'autre choix. Car dans cette partie qui se joue entre l'ombre et la lumière, entre manipulation et vérité, tout repose désormais sur un seul message, un simple SMS, capable de déclencher une intervention ou une catastrophe. Pendant ce temps, l'équilibre fragile qui maintenait encore les apparences commence à se fissurer de manière imperceptible mais irréversible, comme si chaque personnage avançait désormais sur un terrain instable sans pouvoir reculer. Au centre de cette tension croissante, Manny ressent de plus en plus le poids de son double jeu, une pression qui s'infiltre dans chacun de ses gestes, dans chacune de ses pensées. Il n'a toujours pas l'information cruciale. L'adresse du braquage reste hors de portée, verrouillée par Ben avec une obstination qui dépasse la simple prudence. Manny comprend que ce refus n'est pas seulement stratégique, mais profondément instinctif. Ben agit comme un homme traqué, convaincu que le moindre faux pas pourrait signer sa chute. Cette méfiance constante complique tout. Manny doit rester crédible, ne pas éveiller les soupçons, tout en cherchant une faille, un moment d'inattention, une occasion d'obtenir cette information qui devient chaque minute plus vitale. Mais plus il tente de se rapprocher de la vérité, plus il sent que le danger se resserre autour de lui. Dans un coin discret, loin des regards indiscrets, Ben poursuit ses préparatifs avec une froide détermination. L'échange qu'il organise, troquant des bijoux contre une arme, marque une étape décisive. Ce n'est plus une simple idée de braquage, mais un passage à l'acte imminent. Chaque détail est calculé, chaque mouvement anticipé. Ce geste révèle aussi une escalade. La violence n'est plus une éventualité, elle devient une composante intégrée du plan. Et dans cet engrenage, chacun perd un peu plus le contrôle, même ceux qui prétendent encore maîtriser la situation. Bella, consciente de cette montée en tension, tente de maintenir une forme d'équilibre. Elle intervient lorsque les conflits internes menacent d'exploser, notamment face à l'attitude de Diego. Elle refuse de l'écarter complètement, contrairement à Ben, et ce choix en dit long sur sa manière de gérer le groupe. Elle ne se contente pas de diriger, elle observe les fragilités de chacun, elle joue avec, elle les utilise pour maintenir son autorité. Mais même elle ne peut ignorer que Diego est en train de glisser hors de sa portée. Diego est désormais pris dans un conflit intérieur profond. Il ne croit plus en ce braquage, il n'y voit plus une solution, mais une fuite en avant. Le projet de partir au Maroc, évoqué par Bella, ne lui apporte pas le soulagement attendu. Au contraire, il accentue son malaise, comme une promesse de rupture définitive avec tout ce qu'il connaît. Il pense à sa famille, à ce qu'il laisse derrière lui, à ce qu'il risque de ne jamais retrouver. Cette prise de conscience le fragilise davantage, le rend imprévisible. Et dans un groupe déjà sous tension, cette imprévisibilité devient un facteur de risque majeur. À cet instant, le contraste est frappant avec ce qui se joue du côté de la police. Martin Constant avance dans son plan avec une rigueur méthodique. Il a fixé un horaire précis, 9h30, comme un point de convergence où tout devra s'aligner. Autour de lui, Manon Daunier et Nordine Baker se préparent, conscients de l'importance de l'opération. Ils savent qu'ils devront intervenir rapidement, sans marge d'erreur, dès réception du signal. Mais cette organisation millimétrée repose sur une incertitude fondamentale, l'absence du lieu. Sans cette donnée, toute la stratégie reste suspendue, prête à s'effondrer au moindre imprévu. Martin, pourtant, choisit de faire confiance. Il croit en Manny, en sa capacité à obtenir l'information, à tenir son rôle jusqu'au bout. Cette confiance n'est pas aveugle, elle est calculée, mais elle reste un pari risqué. Dans un autre espace, plus intime mais tout aussi chargé de tension, les relations personnelles continuent de se dégrader. Arthur ne parvient pas à digérer ce qu'il a découvert. La collaboration entre Lou Clément et Victor Brunet devient une obsession, une idée fixe qui altère sa perception de tout le reste. Il ne voit plus les nuances, il ne cherche plus à comprendre. Pour lui, cette situation est une trahison, pure et simple. Et plus Lou tente d'éviter le sujet, plus il s'enfonce dans cette conviction.
Lou, de son côté, se retrouve coincée dans une position délicate. Elle ne ment pas totalement, mais elle ne dit pas tout non plus. Elle cherche à protéger son travail, à éviter un conflit inutile, mais cette retenue alimente le malaise. Cette dynamique crée une distance silencieuse, une fracture invisible qui menace de s'élargir à tout moment. Et dans ce contexte, même les moments censés être légers, comme une sortie en bateau organisée par Karim Saed, deviennent des terrains potentiels de tension. Karim, lui, agit avec une simplicité apparente, mais son choix de ne pas inviter Arthur au départ révèle une lecture fine des relations en jeu. Il perçoit les tensions, il anticipe les réactions, même s'il ne les exprime pas directement. Lorsque Lou décide finalement d'inclure Arthur, celui-ci accepte, mais avec une réserve palpable. Il promet de faire un effort, mais cette promesse sonne davantage comme une contrainte que comme une véritable volonté d'apaisement. Dans un registre plus doux, mais non dénué de complexité, Nour Bédiar continue son cheminement personnel. Le geste de Leila Bédiar, qui lui glisse ses gâteaux préférés dans son casier, agit comme un déclencheur émotionnel puissant. Ce souvenir, chargé d'affection, ravive en elle des émotions enfouies. Elle se sent touchée, reconnue, comprise. Et cette sensation, rare et précieuse, l'aide à avancer, à se reconstruire. Face à Romain, elle montre une facette plus apaisée d'elle-même. Elle accepte de se livrer, de reconnaître ses contradictions, sa sensibilité, sa difficulté à faire confiance. Cette sincérité crée un lien, fragile mais authentique. Mais malgré ces instants de lumière, l'ombre du braquage continue de s'étendre. Chaque personnage, qu'il en soit directement impliqué ou non, est affecté par cette tension croissante. Et au cœur de tout cela, Mani avance vers un point de non-retour. Il sait que le moment approche, que la vérité ne pourra plus être retardée. Soit il obtient cette information à temps, soit tout s'effondre. Dans cette attente insoutenable, une seule certitude subsiste, la prochaine étape ne laissera aucune place à l'erreur. À ce moment-là, tout semble s'accélérer sans que personne ne puisse réellement reprendre le contrôle de la situation. Ce qui n'était encore qu'une préparation tendue devient progressivement une course contre le temps, une mécanique implacable où chaque décision prise dans l'urgence peut entraîner des conséquences irréversibles. Et au centre de cette spirale, Mani sent que le moment qu'il redoutait approche enfin. Il n'a plus le luxe d'attendre passivement. L'absence d'information devient une menace directe, non seulement pour l'opération menée par Martin Constant, mais aussi pour sa propre sécurité. Plus le temps passe, plus il comprend que Ben ne cédera pas facilement, que cette adresse ne sera révélée qu'au dernier instant, dans un mouvement calculé qui vise à empêcher toute fuite. Cette prise de conscience le pousse à agir différemment. Il observe davantage, écoute chaque détail, tente de décrypter les non-dits, les hésitations, les gestes anodins qui pourraient trahir une indication. Il ne cherche plus une réponse directe, mais une faille, un indice, quelque chose d'imperceptible qui lui permettrait d'anticiper. Mais face à lui, Ben ne laisse rien au hasard. Son comportement devient encore plus fermé, presque hermétique. Il parle peu, agit vite, et surtout, il contrôle les échanges avec une précision qui rend toute tentative d'approche extrêmement risquée. Cette tension silencieuse entre les deux hommes crée une atmosphère pesante, où chaque regard peut être interprété comme une menace. Mani doit doser chacun de ses mots, calibrer chacune de ses réactions pour ne pas éveiller de soupçons. Car il le sait, s'il est découvert, il n'y aura pas de seconde chance. Dans ce climat déjà explosif, Bella commence elle aussi à percevoir un déséquilibre. Elle ne dit rien, mais son regard change. Elle observe Mani avec une attention nouvelle, comme si une intuition venait troubler sa confiance initiale. Bella n'est pas du genre à agir dans la précipitation. Elle préfère comprendre avant de frapper. Mais cette vigilance accrue suffit à rendre la position de Mani encore plus précaire. Il n'est plus seulement un membre de la bande, il devient peu à peu un élément à surveiller. Pendant ce temps, Diego atteint un point de rupture intérieure. L'idée du braquage ne lui inspire plus rien d'autre qu'un malaise profond. Il ne parvient plus à se projeter dans ce plan, encore moins dans ses conséquences. Il se rend compte qu'il a franchi une limite qu'il ne pensait jamais dépasser. Ce qui était au départ une fuite, une tentative désespérée d'exister autrement, s'est transformé en piège. Et plus il avance, plus il comprend qu'il n'y a pas d'issue simple. Son regard change, ses réactions deviennent imprévisibles. Il n'écoute plus vraiment les consignes, il doute, il hésite. Cette fragilité, dans un groupe déjà sous pression, devient un facteur de danger. Car un homme qui doute est un homme qui peut tout faire basculer. Dans un tout autre registre, mais avec une intensité comparable, les tensions familiales continuent de se propager. Chez les Delcourt, le climat reste lourd, chargé de ressentiment et d'incompréhension.
Chloé Delcourt sent que la situation lui échappe, que les décisions prises par Alex Bertrand creusent un fossé difficile à combler. Alex, de son côté, s'enferme dans une position rigide. Il refuse de revenir en arrière, refuse de reconsidérer Diego autrement que comme une erreur à effacer. Cette posture, qui se veut protectrice, devient destructrice dans leur relation. Chloé, elle, continue de chercher une nuance, une possibilité de compréhension. Mais cette différence de perception crée une tension constante, une incompréhension qui s'installe dans les silences plus que dans les mots. Dans le même temps, la situation d'Arthur évolue vers une confrontation inévitable. Son malaise face à Lou Clément ne fait que grandir. Chaque tentative de dialogue échoue, remplacée par des non-dits et des frustrations accumulées. Arthur ne parvient plus à dissocier le passé du présent. La présence de Victor Brunet dans la vie professionnelle de Lou devient une obsession. Il ne voit plus une opportunité, mais une menace. Lou, de son côté, commence à mesurer l'ampleur du problème. Elle comprend que son silence, même partiel, a nourri la méfiance. Mais elle ne sait pas comment réparer sans aggraver la situation. Elle se retrouve prise entre son indépendance et la nécessité de rassurer Arthur. Cette tension atteint un point critique, où chaque mot peut déclencher une dispute, où chaque geste peut être mal interprété. Et dans cet équilibre fragile, la moindre étincelle peut tout faire exploser. Pendant ce temps, du côté de la police, la pression monte d'un cran. Martin Constant reçoit l'appel de Manny, mais celui-ci ne peut toujours rien confirmer. Cette absence d'avancée commence à peser lourdement sur la stratégie mise en place. Martin garde son calme, mais intérieurement, il sait que le temps joue contre lui. Il doit maintenir ses équipes prêtes, sans pouvoir leur donner de directives précises. Manon Donnier et Nordine Baker ressentent cette tension, cette attente qui devient presque insoutenable. Ils savent que l'intervention devra être rapide, précise, sans marge d'erreur. Mais ils savent aussi que sans information fiable, tout peut basculer dans le chaos. Dans ce contexte, chaque minute devient une épreuve. L'incertitude s'installe, ronge les certitudes, fragilise les décisions. Et pourtant, personne ne peut se permettre de flancher. Car au-delà de l'opération, il y a des vies en jeu. Et tandis que le piège se met lentement en place, une vérité s'impose peu à peu. Le moment où tout basculera est désormais imminent. Dans le même temps, l'instant critique que tous redoutaient commence à se matérialiser de façon progressive mais inéluctable, transformant une situation déjà tendue en une véritable ligne de fracture où chaque geste, chaque regard et chaque hésitation prennent une dimension décisive. L'équilibre fragile qui permettait encore à chacun de tenir son rôle se fissure lentement, laissant apparaître une tension brute que plus personne ne parvient réellement à contenir. Au cœur de cette montée en pression, Manny ressent de manière aiguë que sa position est en train de devenir intenable. L'impression diffuse d'être observé, évalué, jugé à chaque instant s'installe en lui avec une intensité croissante, comme si la protection dont il bénéficiait jusque-là s'était progressivement dissoute sans qu'il ne puisse identifier le moment précis où tout a basculé. Cette sensation ne repose pas sur des faits concrets, mais sur une accumulation de détails imperceptibles qui, mis bout à bout, créent une alerte constante. Face à lui, Ben adopte une posture encore plus fermée qu'auparavant, renforçant un comportement déjà marqué par la méfiance et le contrôle. Son attitude ne laisse place à aucune approximation, chaque décision semble prise dans une logique de protection absolue, comme s'il anticipait une trahison sans pouvoir encore la désigner clairement. Cette vigilance extrême rend toute tentative d'approche particulièrement risquée, transformant le moindre échange en terrain instable. Dans ce contexte, Bella joue un rôle d'observatrice attentive, ajustant son comportement sans jamais révéler ses doutes. Elle ne se contente plus de maintenir l'autorité sur le groupe, elle cherche désormais à comprendre les déséquilibres qui apparaissent, à identifier l'origine de cette tension nouvelle qui perturbe la cohésion. Son regard se fait plus insistant, plus analytique, comme si elle tentait de recomposer un puzzle dont certaines pièces lui échappent encore. C'est dans cet environnement saturé de suspicion qu'un élément décisif surgit, non pas sous la forme d'une révélation claire, mais comme une succession d'indices partiels que Manny parvient à assembler grâce à une attention constante. Une allusion, un échange rapide, un détail qui aurait pu sembler insignifiant dans un autre contexte prend ici une importance capitale, car il permet d'esquisser une localisation, de dessiner une piste suffisamment crédible pour orienter l'intervention. Cette reconstruction mentale ne lui donne pas une certitude absolue, mais elle lui offre une possibilité, une base d'action dans une situation où l'inaction devient de plus en plus dangereuse. Manny comprend alors que le moment est venu de prendre une décision irréversible, une décision qui ne lui laissera aucune marge de retour en arrière. Le choix qu'il fait à cet instant repose sur une logique de nécessité plutôt que de sécurité.
Transmettre l'information, même partielle, revient à s'exposer directement, à rompre définitivement l'illusion de neutralité qui le protégeait. Ne rien faire, en revanche, signifierait laisser le plan se dérouler sans intervention, avec des conséquences potentiellement bien plus graves. Dans ce moment suspendu, il agit avec une rapidité maîtrisée, envoyant un message à Martin Constant qui condense en quelques mots les éléments qu'il a pu rassembler. Cette transmission, bien que concise, constitue le point de bascule de toute l'opération. Du côté des forces de l'ordre, la réception de cette information déclenche immédiatement une phase active. Martin ne laisse apparaître aucune hésitation, transformant l'attente accumulée en une série d'actions coordonnées. Les équipes sont mobilisées avec précision, les positions ajustées en fonction des données disponibles, et les consignes transmises avec une clarté qui vise à compenser l'incertitude persistante. Manon Donnier et Nordine Baker s'inscrivent pleinement dans cette dynamique, intégrant la nécessité d'une intervention rapide tout en étant conscients du caractère incomplet des informations reçues. Cette conscience du risque ne freine pas leur engagement, mais elle accentue la concentration requise à chaque étape. Malgré cette organisation, une fragilité demeure au cœur du dispositif. L'absence de localisation exacte introduit une marge d'erreur qui peut compromettre l'efficacité de l'intervention, voire mettre en danger les équipes sur le terrain. Martin en est parfaitement conscient, mais il choisit d'avancer, considérant que l'opportunité d'agir, même imparfaite, vaut mieux qu'une inaction certaine. Sur le terrain, la tension atteint un niveau critique à mesure que les différents acteurs convergent vers un même point sans en avoir une perception identique. Ben, fidèle à son instinct, perçoit une anomalie, un décalage dans le déroulement des événements qui ne correspond plus à ses attentes initiales. Cette perception ne repose pas sur une preuve tangible, mais sur une accumulation de signaux faibles qui, ensemble, déclenchent une alerte immédiate. Son comportement change alors de manière significative, passant d'une vigilance constante à une suspicion active. Il observe désormais chaque membre du groupe avec une intensité accrue, cherchant à identifier l'origine de ce déséquilibre. Dans ce processus, Manny devient inévitablement un point d'attention, non pas parce qu'il a été directement démasqué, mais parce que son positionnement le rend vulnérable à toute forme de doute. Parallèlement, Diego atteint un seuil de saturation émotionnelle qui se traduit par une instabilité visible. Son incapacité à dissimuler son malaise introduit une variable supplémentaire dans une situation déjà complexe, renforçant l'impression que le groupe est en train de perdre son unité. Cette fragilité, perçue par les autres, contribue à accélérer la montée de la tension. Dans cet environnement où chaque détail devient significatif, la moindre anomalie peut servir de déclencheur. Un bruit inhabituel, une présence non anticipée ou un simple décalage dans le timing suffit à confirmer les soupçons naissants. Ce basculement ne se produit pas de manière spectaculaire, mais comme une évidence progressive qui s'impose à ceux qui sont déjà en alerte. À partir de cet instant, la dynamique change radicalement. Ce qui relevait encore de la préparation bascule dans une logique de confrontation potentielle, où chaque acteur doit décider en une fraction de seconde de la conduite à adopter. La possibilité d'une fuite, d'un affrontement ou d'une escalade de violence devient concrète. Au même moment, le dispositif mis en place par Martin Constant approche de son point d'activation, prêt à se refermer sur une cible qui commence à percevoir le danger. Cette convergence crée une situation d'une extrême volatilité, où l'issue dépendra de la rapidité et de la lucidité de chacun. Ainsi, dans cet instant suspendu entre anticipation et réaction, une seule incertitude demeure véritablement déterminante, l'identité de celui qui prendra l'initiative, et la manière dont ce premier mouvement influencera l'ensemble des événements à venir. À cet instant précis où tout semble prêt à basculer, la tension accumulée atteint un point de rupture qui ne laisse plus aucune place à l'hésitation. Les lignes sont désormais tracées, les rôles figés dans une réalité que plus personne ne peut modifier sans en payer immédiatement le prix. Ce qui n'était encore qu'une menace diffuse devient une confrontation imminente, une collision entre deux logiques opposées qui s'apprêtent à se heurter de plein fouet. Sur le terrain, Ben ne cherche plus à masquer son inquiétude. L'instinct qui le guidait depuis le début se transforme en certitude, et cette certitude agit comme un déclencheur brutal qui modifie instantanément sa manière d'agir. Il ne s'agit plus de préparer un braquage, mais de comprendre d'où vient la faille, d'identifier celui qui a compromis l'équilibre du groupe. Son regard se durcit, ses gestes deviennent plus rapides, plus nerveux, traduisant une tension qui ne peut plus être contenue. Cette transformation est immédiatement perceptible pour ceux qui l'entourent, et en particulier pour Manny, qui comprend que le temps lui manque désormais cruellement. Dans le même espace, Bella ne perd pas son sang-froid, mais son attitude change de manière subtile et significative.
Elle ne cherche plus à maintenir l'illusion d'un contrôle total, mais à anticiper l'effondrement possible de la situation. Son regard circule entre les membres du groupe, analysant les réactions, évaluant les risques, prête à prendre une décision radicale si nécessaire. Diego, quant à lui, ne parvient plus à dissimuler son trouble. Son malaise, déjà perceptible auparavant, devient évident, presque tangible, comme si chaque mouvement trahissait son incapacité à continuer dans cette direction. Cette fragilité, dans un moment aussi critique, agit comme un facteur aggravant, renforçant la perception d'un groupe en train de se désagréger. Dans cette configuration instable, la moindre action peut déclencher une réaction en chaîne incontrôlable. Et c'est précisément ce qui commence à se produire lorsque la présence policière, jusque-là invisible, devient perceptible. Du côté des forces de l'ordre, Martin Constant a déjà enclenché la phase finale de son dispositif. Les équipes sont en position, les communications sont réduites à l'essentiel, et chaque agent sait exactement ce qu'il doit faire. Manon Donnier et Nordine Baker avancent avec une concentration totale, conscients que la réussite de l'opération repose sur une exécution rapide et coordonnée. Cependant, la nature partielle de l'information reçue continue de peser sur l'ensemble du dispositif. Cette incertitude introduit une tension supplémentaire, obligeant chacun à rester prêt à s'adapter à une évolution imprévue. Lorsque les premiers signes d'encerclement apparaissent, la situation bascule définitivement. Le groupe comprend qu'il est pris dans un piège, même si les contours de ce piège ne sont pas encore totalement clairs. Cette prise de conscience provoque une réaction immédiate, où la logique laisse place à l'instinct. Certains cherchent à fuir, d'autres à comprendre, et d'autres encore à réagir avec une forme d'agressivité défensive. Dans cet instant où tout s'accélère, les positions se radicalisent, les décisions se prennent sans recul, guidées par la peur ou par la nécessité. Manny se retrouve alors dans une position critique, exposée à la fois au regard de ses complices et à l'intervention imminente de la police. Son rôle, longtemps dissimulé, devient une évidence implicite, même sans être explicitement révélé. Il n'est plus simplement un membre du groupe, mais un élément central dans l'effondrement en cours. Face à lui, Ben incarne désormais la réaction la plus immédiate, celle qui ne laisse aucune place à la nuance. Son instinct de survie prend le dessus, guidant ses gestes vers une logique de protection et de confrontation qui peut, à tout moment, dégénérer. Mais l'intervention policière, rapide et structurée, vient interrompre cette montée vers le chaos. Les forces de l'ordre se déploient avec précision, réduisant les marges de manœuvre du groupe et imposant un cadre qui limite les réactions les plus extrêmes. Dans cette confrontation tendue, l'effet de surprise, bien que partiellement compromis, reste suffisant pour désorganiser la bande. L'équilibre bascule alors du côté de la police, non pas par une supériorité écrasante, mais par une meilleure capacité à canaliser la situation. Martin Constant garde le contrôle de l'ensemble, ajustant les directives en fonction des réactions observées, veillant à éviter une escalade inutile tout en maintenant la pression nécessaire pour neutraliser la menace. Peu à peu, la tension retombe, laissant place à une réalité plus concrète, celle des conséquences. Le braquage n'aura pas lieu comme prévu. Le plan, pourtant minutieusement préparé, s'effondre sous le poids des doutes, des erreurs et des trahisons. La bande, autrefois unie par un objectif commun, apparaît désormais fragmentée, incapable de maintenir une cohésion face à l'intervention extérieure. Pour Manny, le soulagement se mêle à une forme d'épuisement profond. Il a franchi une ligne dont il ne pourra jamais revenir complètement, assumant un rôle qui a permis d'éviter le pire, mais qui le place désormais dans une position délicate, entre reconnaissance et méfiance. Dans les sphères plus personnelles, les répercussions commencent également à se faire sentir. Les tensions au sein des familles, les incompréhensions, les blessures invisibles ne disparaissent pas avec la fin de l'opération. Au contraire, elles trouvent dans cet événement une nouvelle matière à se développer. Chloé Delcourt et Alex Bertrand restent confrontés à leurs divergences, incapables pour l'instant de trouver un terrain commun. Arthur, de son côté, continue de lutter avec ses propres démons, sa jalousie et ses doutes, tandis que Lou Clément tente de préserver un équilibre de plus en plus fragile. Ainsi, si l'opération marque la fin d'un danger immédiat, elle ouvre en réalité un nouveau chapitre où les conséquences humaines prennent le relais de l'action. Et dans ce silence qui suit la tempête, une vérité s'impose. Ce qui a été évité aujourd'hui pourrait n'être que le début de conflits plus profonds, plus personnels et peut-être encore plus destructeurs.